Le MBDHP n'a pas eu tort d'enquêter et l'armée a aussi le droit de mener ses actions de sécurisation. Voilà en filigrane la position de quasi-neutralité du CFOP sur la polémique qu'engendre le rapport du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples depuis sa publication. L'opposition politique s'est prononcée sur la question au cours de son hebdomadaire conférence de presse où a été également évoquée l'adoption de la nouvelle constitution par voie référendaire. Pendant 4 jours, le monde académique et celui des acteurs sur le terrain vont réfléchir sur les mécanismes d'investissement dans l'enfance pour capitaliser le dividende démographique. Les deuxièmes journées scientifiques sur l'enfance au Burkina ont débuté ce matin à Ouagadougou. Et puis, suite et fin des auditions des témoins, le procès du putsch manqué de septembre 2015 entre dans une nouvelle phase. La présentation des pièces à conviction a débuté ce matin. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Le rapport du MBDHP sur les événements des Quins continue de faire réagir. C'est un rapport, vous le savez, très accablant pour les forces de défense et de sécurité, accusées notamment d'avoir procédé à des exécutions sommaires. Eh bien, ce matin, l'opposition politique est entrée dans la danse des réactions. Pour l'opposition politique, il n'est ni contre ni pour, c'est plutôt une position d'équilibriste que le CFOP a adoptée. Le compte rendu de Rémi Lambert-Nébier. À défaut d'une neutralité, le CFOP se montre plutôt réservé quand il s'agit de se prononcer sur le rapport du MBDHP qui ne cesse de diviser une bonne partie de l'opinion publique. Actuellement, nous avons besoin de soutenir moralement nos FDS. Et les FDS, comme l'a dit plusieurs communiqués de l'état-major, ont reçu des formations sur le droit humanitaire international. Ils savent ce qu'ils doivent faire en cas de représailles, ils savent ce qu'ils doivent faire en cas de poursuite, ils savent ce qu'ils doivent faire sur la couverture de feu contre les terroristes. Donc s'ils appliquent pour ça et qu'on a le résultat, nous on les apprécie, on les félicite. Et le MBDHP aussi est dans son rôle. C'est le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples qui existe depuis les années 90 et qui a déjà mis le doigt sur beaucoup de problèmes liés au respect des droits humains. Donc, ce n'est pas la peine de jeter l'anathème sur le MBDHP. Ils ont fourni leur rapport et c'est au gouvernement d'investiguer aussi de son côté et de montrer patte blanche par rapport à ce qui s'est passé. En un mot, le CFOP se veut impartial sur la polémique. Mais lorsqu'il s'agit d'évoquer les questions politiques comme celle du référendum, l'opposition se montre tranchée et même avertie. Ceci dit, l'opposition pose une question au gouvernement toute simple. Comme la nouvelle constitution sera adoptée par voie référendaire, quand est-ce ce référendum aura-t-il lieu? Déjà, nous avons eu une élection couplée présidentielle et législative en 2020. Pour l'opposition, il est hors de question de découpler ces deux élections. Car si l'on retarde l'élection des députés, le président élu risque de n'avoir pas la majorité pour gouverner, ce qui entraînera une crise institutionnelle. Si, suite à cette crise, l'Assemblée nationale est dissoute, cela accentuera la crise et entraînera des dépenses de plusieurs milliards pour organiser de nouvelles élections législatives. Autant coupler les législatives et la présidentielle pour permettre au peuple de choisir un président et de lui offrir du même coup une majorité parlementaire pour gouverner. Cette prévoyance du CFOP semble trouver ses racines dans la nouvelle dynamique d'optimisme qui anime toute l'opposition burkinabé. Elle dit croire fermement à ses chances de victoire en 2020. À l'occasion, le chef de file de l'opposition, M. Zéphirin Diabré, a annoncé que l'opposition politique, y compris les libéraux, s'organise pour faire un coup KO au MPP. Certains médias se sont trompés en écrivant que ce sont uniquement les libéraux qui s'organisent pour remporter les élections. Nous tenons à préciser que c'est l'opposition politique dans son ensemble qui s'organise pour affronter de manière concertée les élections de 2020. Le CFOP invite le gouvernement à prendre langue avec les syndicats des ministères en charge de l'économie et de l'éducation afin de trouver des solutions idoines à leurs revendications.
On les retrouve par milliers sur les sites d'orpaillage. Des dizaines de milliers d'entre eux sont privés d'école et plusieurs millions sont sans acte de naissance. Bon nombre d'enfants burkinabés sont confrontés à d'énormes difficultés qui les fragilisent davantage. Comment les protéger, comment les instruire et prendre soin d'eux pour en faire des hommes meilleurs? Ces questions sont au centre des deuxièmes journées scientifiques sur l'enfance au Burkina Faso, organisées par l'ISSP, appuyée par l'UNICEF. Cette deuxième édition a débuté ce 19 mars. Abdoulazak Traoré. L'enfance au Burkina Faso, ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'est d'abord 53% de la population qui est âgée de moins de 18 ans. Et selon un rapport du Bureau international des droits des enfants, 5 millions d'enfants sans acte de naissance, ouvrant ainsi la porte à plusieurs injustices comme l'inaccessibilité à certains services sociaux de base. Avec la dégradation de la situation sécuritaire au pays, ce sont 100 000 enfants qui ne vont plus à l'école, regrette l'UNICEF. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance évalue également à 20 000 en 2017 le nombre d'enfants recensés sur les sites d'orpaillage. La même source précise que chaque année, 100 000 enfants sont atteints de malnutrition aiguë sévère au pays des hommes intègres. Une situation alarmante qui est au cœur des deuxièmes journées scientifiques sur l'enfance. Il y a eu des progrès dans le domaine de la santé, des progrès dans le domaine de l'éducation et des progrès dans le domaine de la protection de l'enfant et la protection sociale. Ceci dit, il reste toujours des défis. Il reste toujours des défis et des préoccupations récentes. Je peux citer quelques-unes. Il y a la question de la criminalité au sein de la jeunesse, la question de violences faites aux enfants, la question de malnutrition peut persister. Voilà autant d'éléments qui font qu'ensemble, on est tous conscients qu'il faut qu'on travaille ensemble de manière concertée. Travailler de manière concertée, c'est justement la marque des journées scientifiques sur l'enfance. Toutes les parties prenantes vont discuter pendant 4 jours. Regrouper beaucoup d'acteurs, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine social, de la société civile, des chercheurs, ensemble, quand ils s'asseyent, ils peuvent trouver des solutions, partager des idées, partager des résultats de recherche que certains dont ils pouvaient ne pas être au courant. Donc ça permet également de faire en sorte que on puisse partager donc ces résultats-là, de sorte à ce que les acteurs de terrain puissent s'approprier les résultats de recherche pour mettre en œuvre, pour rectifier certains programmes, pour peaufiner certaines thématiques. Ce cadre biennal de réflexion entre les acteurs académiques et le monde de l'action dans le domaine de l'enfance au Burkina Faso est soutenu depuis sa première édition par l'UNICEF. L'organisme attache donc du prix aux conclusions qui seront issues de ces assises. Nous espérons que la mutualisation de nos expertises et de nos expériences nous conduira à établir une plateforme des connaissances sur l'enfance et le dividende démographique. Cette plateforme sera utilisée comme un outil de plaidoyer auprès des institutions nationales et de l'ensemble des partenaires au développement. Une conférence inaugurale sur le lien entre enfance et capture des dividendes démographiques, des tables rondes, une trentaine de communications sur des thématiques diverses sur l'enfance sont autant d'activités qui vont meubler ces 96 heures de réflexion. Et venons-en maintenant au procès du putsch manqué de septembre 2015. Les auditions des témoins ont pris fin aujourd'hui avec celle de l'expert en cybercriminalité. On est donc passé à une autre phase, celle de la présentation des pièces à conviction. Ce matin, un ordinateur censé appartenir au général Diendéré et des clés USB contenant des transcriptions d'écoutes téléphoniques ont été notamment présentées. Le résumé de l'audience avec Roméo Koïta. Au nombre des difficultés rencontrées par l'expert Younoussa Sanfo dans son travail, 86% des messages soumis à son analyse étaient supprimés ou écrasés. Ce qui fait que certains SMS sont incomplets lorsqu'on arrive à les récupérer. L'autre difficulté est le fait que certains numéros utilisés n'étaient pas identifiés au nom de leurs utilisateurs. C'est le cas notamment de l'accusé Sidi Lamine Oumar. Le rapport fait ressortir des messages compromettants qu'il aurait échangés avec le général Gilbert Diendéré. Mais le problème est que le numéro n'est pas identifié à son nom. Ce qui fait dire à son avocate
Maître Awaz Aliatou qu'il serait injuste qu'on attribue à son client ces messages parce que le rapport ne dit pas clairement que ces messages lui appartiennent. Sur cet aspect, l'expert Younoussa Sanfo estime que ce que lui demande l'avocate n'est pas de son ressort, mais plutôt de celui du juge d'instruction. Son audition a été suspendue aux alentours de midi pour reprendre le lundi 25 mars prochain. Dans l'après-midi a donc débuté la phase de la présentation des pièces à conviction. Sur 3 grands écrans installés dans la salle d'audience, le parquet a présenté le contenu de 2 clés USB. La première est constituée de transcriptions d'écoute téléphonique et d'autres éléments sonores appartenant à 6 personnalités, dont le colonel Abdoul Karim Traoré et les généraux Gilbert Djendjiré et Jibril Bassolé. La deuxième clé USB est constituée de documents écrits, notamment de communiqués et de déclarations ayant un lien avec le coup d'État. Le scellé numéro 3 concerne le général Gilbert Djendjiré. C'est un ordinateur de marque HP de couleur noire contenant la déclaration du CPND en date du 6 septembre 2015. Le général Gilbert Djendjiré dit qu'il n'est pas sûr de reconnaître cet ordinateur parce que rien ne prouve que c'est le sien. Son avocat, maître Latif Dabo, aborde dans le même sens en estimant qu'il y a une variation de marque. Dans le PV d'enquête préliminaire, il est question d'un ordinateur HP EliteBook de couleur noire, ce qui ne ressortirait pas dans le PV de la chambre de contrôle où il est fait cas d'un ordinateur HP de couleur noire tout court. Il estime donc que cet ordinateur peut ne pas donc appartenir à son client. La suite de la présentation des pièces à conviction, c'est pour demain, mercredi 20 mars. Voilà, ils se retrouveront, eux aussi, peut-être dans un tribunal un jour en train de défendre leurs clients. Mais pour l'instant, ces élèves de la commune de Kongoussi essayent de se forger dans l'art oratoire, et ce, à travers le concours dénommé Gladiateur des mots, un concours dont la phase finale de la 2e édition a opposé 4 lycées et collèges. Arsène Konditamde. À la place des glaives, ce sont les mots qui ont servi d'armes aux gladiateurs dans la commune de Kongoussi. Ce 16 mars, 4 équipes dans l'arène pour se mesurer et désigner celle qui a le plus de verve. La première demi-finale oppose le collège Lassalien de Kongoussi au collège Sainte-Bernadette. La seconde met aux prises le lycée provincial du BAM et le lycée privé Wensonga. N'est-il pas préférable d'être polygame et d'assumer ses responsabilités plus que de tromper sa femme et de lui mentir? Les co-épouses se querellent. Il y a bagarre partout. Les enfants ne s'aiment pas, c'est la haine qui grandit. En finale, le lycée privé Wensonga est face aux candidats du collège Sainte-Bernadette et le combat est épique. Afin que nous puissions élire un président consenti et consentant à œuvrer pour notre pays à nous tous. Qu'est-ce qu'un pays aussi pauvre que le Burkina Faso a été indexé par sa population, par les autres pays, peut faire des élections aussi coûteuses? Après une vingtaine de minutes de joute oratoire, les gladiateurs du collège Sainte-Bernadette dominent largement leurs adversaires et sortent victorieuses de la bataille. Vraiment, nous sommes très heureuses parce que c'est la première fois que nous participons à ce genre d'événements par l'intermédiaire de M. Kwamam Miguel. Nous en sommes très reconnaissants. Ça nous a permis de sortir de nous-mêmes, de sortir de notre timidité. Et vraiment, ce que nous avons appris durant ces séances nous ont permis d'améliorer notre niveau de langue et surtout en classe aussi. Ça nous aide beaucoup. Vraiment, nous sommes contentes. La parole est une âme redoutable dont le maniement nécessite du tact et de la culture. Une âme mise au service du vivre ensemble à la 2e édition de cette compétition. Pour que les élèves puissent d'abord s'approprier les fondamentaux de la confiance en soi, les fondamentaux de la prise de parole en public et surtout les fondamentaux de la cohésion sociale. C'est un bilan de satisfaction parce que la 2e édition a connu l'adhésion massive des élèves d'abord. On le fait pour eux. Ils ont répondu présents, ils se sont engagés
et aussi l'adhésion des autorités de ce pays. Gladiateur des mots, la compétition d'art oratoire, en plus de faciliter la prise de parole en public chez les lycéens, vise un autre objectif. Faire des participants des élèves plus brillants tout au long de leur cursus scolaire. Le langage, l'expression, voilà, en public, ce n'est pas toujours évident. Mais ça a son aspect positif quand même parce que savoir s'exprimer aisément, comme on dit, moralement, ça amène beaucoup de choses. Ça contribue à la confiance en soi. Permettre à nos enfants d'acquérir une arme utile aujourd'hui, l'art oratoire. Et lorsque nous avons des enfants qui développent l'art oratoire, nous avons des gens qui vont bien s'exprimer demain. Et cela aussi va contribuer à rehausser le niveau des élèves. Après cette deuxième édition, le bilan est jugé satisfaisant par le promoteur et son comité d'organisation. Pérenniser Gladiateur des mots dans les lycées et collèges des autres villes du Burkina Faso, c'est la prochaine étape visée par le commissariat général de la compétition. De l'art oratoire, on passe aux technologies de l'information et de la communication. Et ça s'est passé à Ouagadougou, la journée de l'ingénieur de l'université Aube Nouvelle, une journée consacrée à la promotion des filières techniques. Eh bien, elle serait le salut pour le développement du Burkina, à en croire Eddy Komboyugo, appelé à dire une conférence sur le thème. Roméo Koeta. Après sa communication, Eddy Komboyugo, ovationné par ces centaines d'étudiants de l'université Aube Nouvelle. Durant plus d'une heure d'horloge, il les a entretenus sur l'innovation, l'importance des filières en lien avec les technologies de l'information et de la communication. Des filières techniques et qualifiantes qui seraient la clé du développement, selon le conférencier. Et sur cet aspect, le Burkina Faso aurait accusé un retard en privilégiant l'enseignement général au détriment de l'enseignement technique. Nous avons fait un travail depuis les années 80 pour rejoindre l'objectif quantitatif, faire beaucoup d'écoles, faire beaucoup de lycées et beaucoup d'universités. Mais nous n'avons pas réfléchi sur le contenu de l'enseignement. Et je pense qu'il est temps que l'enseignement technique prenne le pas, le dessus plutôt, sur l'enseignement général. Parce que les besoins de l'amélioration, la vie quotidienne des Burkinabés dépendent de l'enseignement technique. Et l'avenir des enfants, c'est les nouvelles technologies. Ce ne sont même pas les nouvelles, c'est les technologies et qui aujourd'hui s'appuient sur la créativité et l'innovation. Cette conférence se tient dans le cadre de la journée de l'ingénieur organisée par les étudiants de l'université Aube Nouvelle. Un cadre d'échange et de réflexion qui vise à promouvoir l'excellence et les filières high-tech en particulier. Nous avons commencé d'abord par une formation sur les débouchés des filières high-tech. Parce que la plupart des étudiants s'engagent dans ces filières-là sans connaître les différents débouchés. Ils ne savent pas en fait qu'est-ce qu'ils seront à la fin. Donc nous avons voulu au cours de cette journée-là commencer par cette conférence sur les débouchés des filières. Nous avons ensuite invité le président Komboyugo à prendre part parce qu'il est un exemple pour nous. Il nous l'a démontré au cours de ces dernières années-là. C'est pour ces raisons-là que nous avons pensé à lui. Au-delà donc de l'aspect académique de la conférence, cette rencontre a été l'occasion pour ces étudiants de connaître le parcours de cet expert comptable. Un parcours brillant qui pourrait les inspirer à tracer leur chemin. Mais pour y arriver, il faut avoir le goût de la sueur, cultiver l'excellence, car il n'y a plus de place pour les personnes moyennes, conseille Eddy Komboyugo. L'industrie culturelle, elle aussi, compte jouer sa partition dans le développement économique du Burkina et cela passe nécessairement par la valorisation des productions artistiques. C'est le thème de la deuxième édition du Festival des Arts du Sud-Ouest prévu du 30 avril au 4 mai prochain. Mais d'ores et déjà, les organisateurs sont à pied d'œuvre. Ils font ici le point sur les objectifs spécifiques de cette nouvelle édition. Roméo Koeta. La multiplicité des ethnies qui peuplent la région du Sud-Ouest fait d'elle un réservoir de potentialités culturelles qui demeure cependant moins valorisé, constate le centre culturel Force Divine. C'est dans le but de promouvoir ces richesses culturelles de la cité du Bafouji qu'il organise
le Festival des Arts du Sud-Ouest. Un événement qui met au programme forums, foires, excursions touristiques, journées portes ouvertes et prestations d'artistes. Nous pensons que pour vraiment réussir à développer la région du Sud-Ouest, il faut s'appuyer sur ce qu'on appelle les potentialités endogènes à l'intérieur, donc la culture et tout ce qu'elle recèle comme richesse. Et je crois que ce qu'on n'a pas pu dire à la conférence, ce festival a pour ambition de brasser tous les arts. Chaque édition aborde une thématique spécifique. La première, qui s'est tenue en 2018, a fait la part belle à l'art culinaire. La présente édition met l'accent sur la promotion et la valorisation des arts du spectacle. Alors les arts du spectacle, les arts vivants, faire en sorte que les artistes qui sont concernés par ce domaine se professionnalisent. Depuis la chaîne de création jusqu'à la chaîne de commercialisation. Donc l'objectif spécifique, ce sera ça, renforcer leur capacité en termes de création, en termes de présentation chorégraphique, en termes de mise en, en termes d'expression sur scène. Voilà, renforcer toutes ces capacités et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de professionnalisme dans ce secteur des arts vivants. Professionnaliser le secteur des arts vivants pour impulser un développement local durable. C'est aussi l'ambition du Festival des Arts du Sud-Ouest qui se tiendra du 30 avril au 4 mai prochain à Gawa. Après Gawa, le festival se déplacera à Banfora et dans d'autres villes du Sud-Ouest telles que Batié, Diebougou, Dissé, Dano et Kampti. Pour cette édition, près de 88 millions de francs CFA sont attendus selon les organisateurs. Et voilà, pour terminer, après le passage du cyclone Idai au Mozambique et au Zimbabwe, les opérations de sauvetage ont commencé hier, mais le nombre de victimes pourrait atteindre le millier, à en croire le président mozambicain. Au Mozambique, des secouristes ont commencé lundi à évacuer des personnes des zones touchées par le cyclone Idai. Ils ont commencé par la ville portuaire de Beira, dévastée par la tempête à près de 90%. En effectuant les opérations, ils ont trouvé des gens perchés sur des branches pour échapper aux eaux de crue. Les opérations de secours se sont encore compliquées dans la 4e ville du Mozambique lorsqu'un barrage a cédé, coupant la dernière route menant à la ville. Le président Felipe Nyusi a déclaré que le nombre de personnes tuées lors de la tempête pourrait dépasser 1000, même si seulement 84 décès ont été confirmés. Beira compte 500 000 habitants. L'on redoute d'énormes dégâts matériels, de nombreux villages ayant été ensevelis. Le cyclone meurtrier a également provoqué de nombreux morts et destructions au Zimbabwe et au Malawi. Le bilan du cyclone Idai qui s'est abattu sur le Mozambique et le Zimbabwe voisin pourrait dépasser le millier de morts, a annoncé lundi le président mozambicain Felipe Nyusi au cours d'une intervention télévisée. Selon la Croix-Rouge, la ville portuaire de Beira, deuxième métropole du pays, a été détruite à 90%. J'ai parlé avec des gens et ils sont calmes et conscients de ce qui se passe. Ils ont dit que l'eau est un problème et que nous devons renforcer l'approvisionnement en nourriture et en médicaments. Il n'y a pas de panique et nous continuerons à leur apporter notre solidarité. Le cyclone Idai qui a frappé le centre du Mozambique jeudi soir avant de poursuivre sa course folle au Zimbabwe a provoqué des inondations et des vents violents qui ont détruit tout sur leur passage. En réponse aux questions sur les raisons pour lesquelles les étrangers viennent ici, je dirais que c'est parce qu'ils savent comment faire face à ces situations et qu'ils ne nous font pas payer leur soutien. Dans la région, près de 10 000 personnes sont sinistrées. Après le passage du cyclone, 873 maisons ont été emportées, 24 hôpitaux détruits et 267 classes englouties selon l'Institut mozambicain de gestion des catastrophes. Au Zimbabwe, l'on a commencé à inhumer les victimes du cyclone Idai qui a provoqué des inondations alors que des survivants blessés attendent d'être pris en charge dans un hôpital de Chimanimani.
Ma mère, mon père, mes 2 jeunes sœurs, y compris celle qui nous avait acheté de la nourriture plus tôt et celle qui a eu un enfant, sont tous morts. Je ne sais pas où ma fille est ensevelie, dans ces débris. Il n'y a pas de meubles, plus de vêtements. Les photographies aériennes montrent de nombreuses maisons presque submergées et des personnes sur les toits qui tentent désespérément de rester à flot. Selon la Croix-Rouge, le cyclone a endommagé ou détruit 90% de Beira, la 2e ville du Mozambique, et une plaque tournante pour les ports. Le cyclone Idai a tué au moins 157 personnes au Zimbabwe et au Mozambique, alors que toute l'Afrique australe est menacée. D'après les médias officiels, des vastes étendues de terre sont inondées et des routes détruites. Le cyclone Idai continue de ravager le sud du continent africain. Après le Mozambique et le Malawi, la tempête tropicale est passée au-dessus du Zimbabwe où elle a fait au moins 64 victimes dans l'est du pays. Partout où il est passé, le cyclone a fait d'énormes dégâts. Dimanche 17 mars, vers 10h du matin, ici, voilà le village qu'on a évacué. Pas de blessés, c'est la route. Sur ces images amateurs, on peut voir les flots qui ont totalement englouti la route après les fortes pluies. Plus de 1,5 million de personnes ont été touchées par la tempête au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe, et des milliers de personnes sont toujours portées disparues. Le cyclone Idai s'accompagne de fortes pluies et des vents atteignant 177 km/h. Voilà, toutes les informations sont donc complètes sur le cyclone Idai et les dégâts qu'il a provoqués. C'est ici qui prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30.